Merci beaucoup. Merci d'exister déjà. 10 ans, c'est pas assez long. On aurait dû vous voir arriver il y a 70 ans. En tout cas, c'est de bonne augure pour la suite, parce qu'on aura toujours... ce qui est bien, c'est que le futur a de nouveau de l'avenir. Vous avez vu comment, à force d'avoir comme seule impasse l'horizon, eh bien, le futur, ça sert à ça. Ça sert aussi à ouvrir les horizons. Et l'horizon, c'est la question. En France, on manque pas de solution, on manque d'horizon. Où on veut aller ensemble est peut-être la vraie question. Alors, on m'a demandé de challenger, c'est pas du tout ce que je vais faire. Je vais complètement hacker même ce moment, puisque j'aimerais vous partager une intuition. Des fois, j'ai des intuitions, le prospectiviste se nourrit de ça, mais il y en a qui sont tellement qualifiés qu'on peut appeler ça des eureka. Vous savez, ces petits moments d'épiphanie qui fait qu'il y a un moment et un après. Et moi, je sais pas pourquoi je l'ai pas eu avant, mais en tout cas, il y a quelque chose qui m'est arrivé, moi, dans l'année, et j'aimerais en faire justement le moteur de cette table ronde. Le 10 décembre 57, Albert Camus, dont on a cité une belle phrase en début de ce forum, pour la réception du prix Nobel qui lui était décerné pour l'ensemble d'une œuvre qui met en lumière les problèmes se posant de nos jours à la conscience des hommes, déclamait à cette occasion ceci. « Je ne puis vivre personnellement sans mon art, dit-il, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Et je suis même d'avis que nous devons comprendre, sans cesser de lutter contre eux, l'erreur de ceux qui, par une surenchère de désespoir, ont revendiqué le droit au déshonneur en se ruant dans le nihilisme de l'époque. Mais il reste que la plupart d'entre nous, dans mon pays et en Europe, ont refusé ce nihilisme et se sont mis à la recherche d'une légitimité. Il leur a fallu se forger un art de vivre partant de catastrophes pour naître une seconde fois et lutter ensuite à visage découvert contre l'instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. En résonance avec Albert Camus, j'aimerais partager moi une intuition, en ces lieux autant que dans cette époque, c'est que notre génération ne verra pas le monde refait. Elle ne verra pas, la flèche de la cathédrale, ni même peut-être comme Gaudi son propre portail. Mais sa tâche est tout aussi grande. Elle consiste à reposer de nouvelles bases, de nouvelles fondations solides sur lesquelles nos enfants pourront construire par contre le monde dans lequel ils aimeraient vivre. Alors, quand on doit faire ça avec de l'existant, il y a 3 étapes. La première, c'est qu'est-ce qu'il faut garder, sur quoi il faut se reposer. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'il faudrait déposer, enlever, déconstruire, comme on dit aujourd'hui. Et la troisième, c'est qu'est-ce qu'il faudrait poser de nouveau à la place pour assurer les fondations solides aux générations suivantes. C'est la question que je vais poser à nos 3 et peut-être 4 intervenants de la table ronde. Alors, Claudie, c'est peu dire si vous avez connu les sommets, vous qui êtes à la fois spationaute et ministre, qu'est-ce qu'on garde? Sur quoi il faut se reposer? Parce qu'a priori, on ne peut pas faire ex cathedra, on ne peut pas tout annihiler et tout reconstruire. D'ailleurs, les avocats, amis juristes à l'ONU le disent, surtout ne pas détricoter la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne pourrait pas la refaire aujourd'hui parce que ce n'est pas les mêmes conditions du XXe siècle. Donc, qu'est-ce qu'on garde? Sur quoi on se repose? Sur quoi, surtout, on ne touche pas? Merci Mathieu, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'accompagner effectivement le Forum Changer d'air depuis 10 ans et je me souviens de ce moment à la Cité des Sciences en 2013 quand on avait lancé la première édition. J'ai bien aimé la phrase de Gaston Berger qui était tout à l'heure. Voir haut, voir large, voir profond, analyser profond. Penser l'homme et prendre des risques. Et c'est vrai que c'est souvent une phrase que j'ai utilisée, puisque comme Mathieu l'a rappelé, j'ai eu la chance de voir haut, à 400 km en orbite, de voir large aussi, par le hublot, 2500 km de champ de vision, et que ça m'a donné peut-être cette envie de réfléchir en profondeur, effectivement, et de ressentir cette humanité partagée qu'on pouvait avoir à bord. Alors, par rapport à la question de Mathieu, je dirais, je rebondis sur ce que François-Xavier a dit tout à l'heure, je garde le rêve. Le rêve, la capacité d'étonnement, alors s'étonner sur ce qui ne devrait pas
exister, mais aussi s'étonner des merveilles qu'on peut découvrir. Et donc, bien évidemment, la curiosité. La curiosité, pour moi, c'est la science. Depuis que je fréquente les centres de culture scientifique et technique ou matrice, c'est aussi la culture, l'art, les humanités, bien évidemment. Mais cette curiosité, bon, la science peut nous apporter des éléments. Donc, c'était un petit peu le premier point. Garder le rêve, la capacité d'imaginer, pour avoir ce désir de se projeter dans l'avenir. Mon deuxième point, ça a été évoqué, les espèces multiplanétaires, fuir la planète A pour trouver une planète B. Non, elle est très belle, la planète. Donc mon deuxième point, c'est on garde la planète et son environnement. On garde, bien évidemment, toute sa biodiversité et son humanité, peut-être encore plus humainement très humaine. Pas transhumaine, hein, c'est ça, Mathieu, vous avez écrit le très humain. Par rapport. C'est pas, mais ça fait partie humain plutôt que transhumain. Voilà, très humain. Ça me paraît important. Et puis, mon troisième point, c'est l'altérité, l'autre. Et je dirais, alors, dans le rêve, il y avait bien sûr l'espérance, mais vous l'avez évoqué, hein, l'espérance, c'est ce qui nous permet, malgré le pessimisme de l'intelligence, d'avoir un optimisme de la volonté, hein, si on veut se projeter. Mon point sur l'altérité, c'est à la fois l'autre, la diversité. Moi, je l'ai connu en m'entraînant 10 ans à la Cité des Étoiles, avec des gens de cultures très différentes, en vivant quelque chose qui était à bord, dans cette diversité des compétences, des genres, des cultures, quelque chose qui était tout à fait transcendant et encore plus porté par cette diversité. Mais dans l'altérité, je dirais aussi notre propre altérité. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un à un moment donné différent de ce qu'on était quelques années avant. Je suis différente de ce que j'étais il y a 10 ans. Donc je garderai ce que j'ai appris du passé dans les leçons de vie. Et je pense qu'il ne faut pas complètement oublier le monde d'hier pour se projeter dans le monde de demain. Mais que voilà, cette altérité de ce qu'on était hier est important aussi pour accompagner les jeunes, comme le disait Joël de René tout à l'heure, et pouvoir leur permettre de grandir. Merci beaucoup. Carlos, qu'est-ce qu'on garde de cette cathédrale avant d'en construire une nouvelle ? Bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et bravo à Véronique. Je l'ai vu tout au long des années être présente, patiente, optimiste et aller jusqu'au bout. Et donc, 10 ans après, c'est une œuvre qui est là, aidée par beaucoup de monde, mais c'est une œuvre. Donc, bravo Véronique, est très fière d'être à tes côtés. Et c'est reparti pour 10 ans de plus. Et donc, c'est un honneur d'être aussi avec Claudie. Tu sais, l'admiration que j'ai pour Claudie, effectivement, qui nous amène à voir de haut, large et en humanité. Et maintenant, pour répondre à la question, j'écoutais il y a quelques jours au Mexique un anthropologue avec lequel on avait une réflexion lors de la création avec Ken Larson du MIT Media Lab du musée de la ville qui s'est créé à Guadalajara dans le cadre d'un grand musée de l'environnement et des sciences de la Terre. Et on avait cette discussion, donc on peut parler hasard de la vie. Et c'était intéressant parce qu'on disait, si on devait garder 3 choses, lesquelles seraient-elles ? Et donc, moi je disais, autour de l'histoire de l'humanité, il y a 3 choses qui ont aidé à les gardant, à voir plus haut, à nous dépasser, à voir plus large, de manière très différente par rapport au moment de l'humanité, parce qu'il y a eu des moments où ce n'était pas fameux, et qui sont donc la science, l'art et les divinités, c'est-à-dire l'esprit cosmogonique. Et moi, je dirais que ces 3 éléments-là sont des invariants, qu'au travers de l'histoire, même quand la science n'était pas très développée, il y avait cet esprit scientifique qui nous interrogeait. Mais il y avait l'art qui sublimait également la transcendance de l'esprit par rapport à la créativité, par rapport à l'innovation, par rapport à réfléchir donc dans cette idée de voir large, et la cosmogonie, puisque nous sommes
des éphémères passagers. Pour juste quelques dizaines d'années, peut-être il faut être Edgar Morin pour les dépasser, être à 103 ans et continuer à écrire des tribunes, des livres, mais c'est vraiment un infime pourcentage. Donc, dans ces bateaux qui est la Terre, perdue dans ce ciel, cet univers que tu as vu de tes yeux, voilà. Donc, la réalité des mondes, notre commune patrie, disait Albert Camus, mais n'oublions pas notre grand Edgar Morin, quand il a écrit Terre et Patrie, quand il disait nous sommes dans une minuscule planète entourée d'une minuscule atmosphère et nous sommes extrêmement fragiles. Et il disait le plus probable est la désintégration, mais il reste l'espoir d'une métamorphose. Voilà. Donc, s'il fallait ensuite c'est dire que le rebondissement est indispensable dans ces temps difficiles, je dirais il faut reconstruire la métamorphose qui est la seule qui nous permettra peut-être de sortir du tunnel dans lequel parfois on se trouve et avoir un horizon effectivement plus éclairé. Parlant de cosmogonie, niveau divinité, on prend les mêmes et on continue ou on sacralise de nouveaux trucs? La cosmogonie est quelque chose qui est inhérent à la manière comme l'homme, je dis avec un grand H, a souhaité avoir dans toutes les cultures un lien avec un univers qui nous dépasse. Et j'étais il n'y a pas longtemps à Machu Picchu et je voyais donc des rites que aujourd'hui on explique, mais qu'à l'époque on n'expliquait pas. Et il y a une petite gamine qui s'appelle Juanita qui a fait la une de tous les journaux récemment parce qu'elle a été reconstruite par l'IA. Elle avait 13 ans. Elle a été sacrifiée en haut d'un sommet pour lequel donc, ils ont marché pendant à peu près 40 jours. Et c'était la manière d'apaiser donc, la fureur de la montagne. Et donc, c'était pas une esclave, c'était la fille des dignitaires de l'Empire Inca qui était élevée pour ça. Il s'était élevé, donc pour être sacrifié avant l'âge de 15 ans, s'il fallait faire un sacrifice. Donc on dirait aujourd'hui quelle sauvagerie. Voilà. Mais ça accompagnait donc une certaine cosmogonie. On peut décliner cela au travers de toutes les phases différentes de l'humanité. Donc le lien avec les divins est quelque chose d'important. Vous savez, je rapporte ça à cette notion du temps. Je le disais dans mon dernier livre, les Grecs, ils savaient 3 temps qui étaient exprimés par 3 divinités différentes. La première divinité, donc, c'était Chronos. Et Chronos, la divinité, est un éphèbe chauve qui a une longue tuffe et qui a des ailes. Et il nous est... pardon, ça c'est le Kairos. Chronos, c'est celui qu'on connaît avec... c'est celui qui mange ses enfants. Celui qui mange des enfants, et c'est le temps. Le deuxième, c'est Kairos, l'éphébe avec chauve avec la tuffe et les ailes, et qui est celui de la créativité. Et donc on dit que quand il apparaît, Mark Williams est arrivé, quand il apparaît, on saisit sa touffe et on s'envole avec lui, justement. Et opportunitas en latin, kairos en grec. Et le troisième, c'est l'aion. C'est l'immanence, c'est les liens avec la cosmogonie, c'est les divins. Et donc je pense que l'humanité a toujours eu besoin des divins et aura toujours besoin des divins, mais ils sont réinventés en fonction des contextes vraiment qui sont très 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 différents. Mais ça fait partie, je dirais, de notre être, d'un être qui est l'être humain et qui a besoin voilà, de ces panachages, art, science et spiritualité, et qui, dans la conjonction des 3, nous permet ce que disait Claudie et qui est très juste, nous permet de continuer à rêver. À continuer à rêver du bon côté, c'est-à-dire sortir du cauchemar de celui qui est parfois la vie sur Terre. On peut le dire aujourd'hui, actuellement on vit des périodes très très sombres pour l'humanité, mais cette part de rêve dans la communion de la science de l'art et la cosmogonie, je pense que nous aide à retrouver la part de l'humanité que nous avons perdue. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un bel outil de transcendance et on voit on se sent un peu dans l'envie de dépasser l'existant pour aller vers un ailleurs. Albert, qu'est-ce qu'on garde ? Bonjour à tous. Merci encore de m'inviter. Je suis très content d'être là parce que c'est un forum Changer d'air que j'ai rencontré Axel Kahn
et qui m'a beaucoup marqué et à qui je rends hommage. Qu'est-ce qu'on garde? C'est difficile de passer après deux personnes parce que j'avais une liste et les choses ont été dites, mais pour moi, si on garde quelque chose, c'est vraiment ce qui reste de la biosphère. Je pense que c'est pour moi le défi le plus important parce que c'est peut-être le seul qui est irréversible. Les espèces qui disparaissent, on ne sait pas, et je pense qu'on ne pourrait jamais savoir comment les ramener. On dit tout le temps que tout est connecté. On est tous connectés, mais rien ne fonctionne. C'est un peu dommage. Je pense que c'est vraiment le défi. La deuxième chose que je garderai, c'est le droit à la paresse. Je pense qu'on ne prend pas conscience de l'importance de l'oisiveté, de ne rien faire, de se laisser rêvasser. Et je pense qu'on ne peut pas rêver si on n'est pas dans une forme d'oisiveté, dans une forme d'inaction. On veut tout le temps bouger et on confond souvent le mouvement et l'action. C'est pas parce que je bouge que je suis en train de faire quelque chose. Je peux bouger, juste faire du surplace, mais juste me donner une illusion de mouvement. Et je pense que c'est important de protéger ces deux choses, la biosphère et l'inactivité. Je pense que l'une est liée à l'autre, mais peut-être qu'on en parlera après. Merci beaucoup, Mark Williams. On vous saisit un peu comme ça, directement, mais on commence pas par le plus simple, mais par la base. Qu'est-ce qu'on garde dans cette cathédrale qu'on doit construire? On a envie de pas tout détruire. En tout cas, on sent que tout détruire serait peut-être pas la manière la plus efficace de réinventer un monde dans lequel ils seraient heureux de vivre ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on garde avant de déposer les choses? Bien, je vous remercie Véronique et tout le monde pour l'invitation. Alors moi j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier, surtout les problèmes de transport que j'ai eus. Donc le premier point, je dirais que ce qu'il faut garder, c'est peut-être l'intelligence de la nature. En fait, et la plasticité du vivant, plasticité qui s'exprime de différentes manières, phénotypique, épigénétique, mais également en tant que concept en fait qui relie la matière et la forme. Mais également la singularité du vivant, on en parlera peut-être plus tard, par rapport justement à la singularité technologique, et notamment de l'intelligence artificielle. Effectivement, on peut faire une opposition entre les données et un donné, entre des données et un donné. Deuxième point, se reposer sur notre solidarité de fait, car en fait on habite le monde ensemble. On est inscrit dans l'écosystème Terre qui admet plusieurs niches et est lui-même inclus dans l'espace et l'écosystème universel. Et le troisième point sur lequel il faudrait se reposer, c'est notre intelligence intuitive, c'est-à-dire ce que j'appelle la plasticité de l'esprit, c'est-à-dire qui fait appel non pas à la dualité cerveau gauche, cerveau droit, mais justement à la neuroplasticité au service de l'imagination, au service de la créativité, donc au feeling, qui sont hors logique prédictible, mais liés vraiment aux émotions, à la sensorialité, qui sont extrêmement importantes dans toutes les actions qu'on mène, quelles qu'elles soient, y compris les actions les plus rationnelles. Et le dernier point serait se reposer sur la naissance de transcultures, en fait, qui sont portées à la fois justement par le cerveau créatif et aussi par l'art en tant que système de transgression. Voilà, donc je pense peut-être qu'on reviendra dessus, mais en tout cas, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Donc, on voit des convergences déjà au Forum Changer d'air, ce qui peut être déjà de bon augure. On garde la nature telle qu'elle est pour éviter de se déposséder d'une richesse. On garde les intelligences, au pluriel. La nôtre, celles qui nous font voir le monde et qui le structurent. On essaye de se transcender avec des manières réinventées mais atemporelles de le faire, à travers une cosmogonie qui nous amènerait vers un ailleurs. Et puis on garde le rêve. Alors ce qui est étonnant, c'est que tu as cité Gaston Berger dans ce petit épisode incroyable qu'on le voit face caméra avec Louis Armand, Maurice Lévy. Et lui, justement, il dit la prospective, c'est l'inverse du rêve. Et c'est bien le seul moment où je suis pas d'accord avec le père fondateur. On a besoin de rêve pour se transcender. Et simplement, l'intelligence logique n'y suffit pas. Merci pour ça. Qu'est-ce qu'on dépose? Qu'est-ce qu'on enlève de cette cathédrale qui ne sied plus? Qu'est-ce qu'on déconstruit? On le dit bien aujourd'hui, peut-être un peu trop d'ailleurs, avec trop de célérité. Qu'est-ce qu'on... Et je vais proposer à Carlos de commencer. Qu'est-ce qu'on déconstruit de ce monde? De manière catégorique, je dirais il faut enlever l'intolérance. L'intolérance, le sectarisme, les dogmatismes, l'égoïsme, en fait, ce que j'appelle le côté obscur de l'humain. Voilà. Donc, nous arrivons dans un monde invivable, justement par la manière exacerbée de cultiver
voilà, c'est rejet de l'autre, la haine de l'autre, la peur de la différence, les surmoi, les égos ultra développés. Et c'est ce que j'ai dit souvent, donc c'est la perte de l'humanité d'une ville qui est devenue anonyme et qui s'est prête à toutes les manipulations. Voilà. Donc, et on est vraiment aujourd'hui dans cette deuxième décennie du XXe siècle à l'épreuve de la portée de cette intolérance qui peut nous amener à des destructions de l'esprit humain de manière très forte et qui parfois fait peur. Merci Albert. Qu'est-ce qu'on enlève? Je pense qu'on enlève déjà ce qui détruit ce qu'on voudrait garder. Donc, si on veut garder la biosphère, il faut détruire les trucs qui sont en train de casser la biosphère. Donc déjà, le mythe un peu technosolutionniste, une sorte de science positiviste qui est complètement déconnectée de la réalité, de la connaissance. Donc on commence par déconstruire le fait que la science, c'est quelque chose qui n'est pas émotionnel. La science, je pense qu'on peut tous les quatre attester de ça, c'est une sorte de passion pour le monde naturel, que ce soit en astronomie, que ce soit en neurosciences, en neurobiologie, ou dans les IA, l'informatique et en informatique. la ville. Bon, c'est une sorte de fascination pour le monde et je pense que quand j'ai grandi, un scientifique, si vous demandez à quelqu'un quand j'étais enfant, c'est qui l'archétype d'un scientifique, c'est le scientifique un peu fou. Un peu Einstein qui tire la langue, le monstre de Frankenstein, Franklin qui essaye de choper la foudre avec un cerf-volant avec une clé, une bouteille. C'est vraiment des gens un peu tarés. Et aujourd'hui, malheureusement, la science, c'est déromancisé, je pense. On a créé des sortes de murs. Il faut faire un bac scientifique ou un bac littéraire. Si je suis scientifique, c'est que je suis pas bon en art. Si je suis bon en art, c'est que je suis pas bon en sciences. Je pense qu'il faut redynamiser et refaire vivre le rêve de la science pour sortir de cette vision hyper positiviste que la science, c'est le progrès technique, alors que la science, c'est le progrès de la connaissance humaine. C'est quelque chose qui est interdisciplinaire, pluridisciplinaire, collaboratif, et pas un truc privé derrière en blouse blanche dans des grosses boîtes. Et je pense que c'est important de déconstruire l'accès à la connaissance et sortir de cette vision hyper artificielle de la connaissance humaine. Merci. Claudie, qu'est-ce qu'on déconstruit, qu'est-ce qu'on enlève? Moi, j'enlève le futur d'hier. Le futur d'hier c'est un petit peu ce que disait Albert aussi, cette représentation d'une croissance infinie, d'une science qui est capable d'apporter toutes les solutions. Et je le dis, par exemple, on me dit souvent, quel film vous regardiez? Parce que je suis beaucoup abreuvé de science-fiction. Alors je dis 2001, Odyssée de l'espace. Pour moi, ça a été Génération Apollo et 2001, Odyssée de l'espace. Et j'ai volé en 2001. Et c'était pas du tout comme dans le film. Donc oubliez dommage pour les monolithes. Le futur d'hier. Il y a cette partie-là, sur la partie un monde où on a les solutions. Et puis le futur d'hier, quand on s'accroche trop au monde d'avant, et je le dis parce que je fais souvent des conférences dans des écoles d'ingénieurs, des lycées, et j'ai en face de moi beaucoup de jeunes qui renoncent. Et un futur où il y a du renoncement, pour moi, c'est incompatible. Donc, et c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui dans le présent. Le renoncement, voilà, ça peut pas être le futur. Après, j'enlève le temps trop court, l'accélération. J'en ai souffert quand j'étais ministre de la Recherche. Avec le temps court, ça le fait pas. Quand on veut faire avancer. C'est une citation, vous pouvez la tweeter. Choses. Le temps court, ça se fait pas quand on est ministre. Le risque zéro, je l'enlève aussi. Le risque zéro, ça n'existe pas aujourd'hui. On a parlé des garde-marins, de la complexité, donc on enlève cette notion de c'est simple, on va trouver une solution. Non, c'est pas simple, c'est interactif, intégré, interdisciplinaire, c'est complexe. Donc ça, il faut enlever. Qu'est-ce que j'avais noté que je voulais enlever encore? Ah oui, l'obsolescence programmée. Ça, il faut absolument enlever. Et puis, oui, enlever les certitudes. On est
Aujourd'hui et demain, on est dans un monde incertain. Donc, tout ce qui est certitude, ce qui veut dire polarité, sectarisme, comme tu l'as évoqué dans les prises de position, ça, c'est pas demain. Et c'est pas aujourd'hui non plus. Et enlever... Je rebondis sur ce que François-Xavier a évoqué tout à l'heure, la belle aventure Amazonie spatiale qu'on a mis en œuvre ici à Matrice. C'était quand même drôlement culotté de nous faire travailler en prospective réflexion au narratif du spatial en 2075, c'était ça l'idée, un narratif positif pour redonner du rêve, mais en mettant Amazonie spatiale. C'est-à-dire l'Amazonie, le problème de la biodiversité, avec l'impact environnemental, le problème de la colonisation de ces futurs corps célestes ou pas. Enfin, tout ce que ça nous a apporté de réfléchir avec ces deux termes un petit peu contradictoires, pas complètement, hein, parce que le centre spatial européen, il est à Kourou, en Amazonie. Mais voilà, c'était quelque chose d'intéressant. Ça déconstruisait un petit peu justement ce futur d'hier, comme je le disais tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc on peut noter au Forum Changer d'air donc de décembre 2023 que le futur d'hier n'a plus d'avenir et que l'obsolescence programmée est programmée. Marc Williams. Oui, je vais rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, enfin en partie, mais bon, il y a déjà, je pense qu'il faut essayer de nous extraire des visions dualistes et mécanicistes qui font qu'effectivement on est encore en train de... Enfin, pour partie, en tout cas, on est en train de séparer l'objet du sujet, le corps de l'esprit, etc. Et donc, ça avance extrêmement lentement dans ce champ-là. Et évidemment, et le cloisonnement des disciplines, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Le deuxième point que je soulèverais, c'est les méfaits de l'Anthropocène et leurs conséquences sur la planète. Bon, ça, c'est évidemment avec l'urgence écologique, la remise en question de nos us, de nos coutumes, des pollutions qu'on engendre et qui deviennent pratiquement irréversibles aujourd'hui. Et puis le troisième point, c'est aussi ceux de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le fait, effectivement, qui est aujourd'hui mis en lumière, par exemple, par les interrogations qu'il peut y avoir sur l'intelligence, entre guillemets, des plantes, donc les comportements intelligents, la sensibilité des plantes, mais ce sont toutes les échelles du vivant, en fait, qu'il faut interroger, et l'intelligence est propre au vivant. Par contre, la sensibilité, certaines modalités de cognition sont tout à fait visibles au niveau, par exemple, d'organismes non humains comme les plantes. Et le dernier point, c'est les mondes et les espaces fermés, c'est-à-dire quelle que soit leur forme, leur niveau d'organisation, de réalité. En fait, je pense que voilà, il faut essayer d'aller vers des mondes ouverts et ne pas restreindre l'imaginaire. Merci pour ça. Dernier temps, maintenant qu'on a fait un peu de place, puis il y aurait deux ou trois trucs encore à déconstruire, hein, c'est pas exhaustif, notamment dans la gouvernance, peut-être, enfin deux, trois trucs. Maintenant qu'on a un peu d'espace, qu'on a quand même des fondations sur lesquelles on peut s'appuyer, ou en tout cas se protéger partant d'intempéries, qu'est-ce qu'on pose d'assez solide pour que les prochaines générations puissent faire le monde dans lequel ils aimeraient vivre? Albert, qu'est-ce qu'on pose de nouveau? On pose de nouvelles valeurs, de nouveaux récits. En fait, en tant qu'espèce humaine, on est une sorte d'espèce en compétition sur les histoires qu'on se raconte. Il y a une sorte de guerre permanente depuis la nuit des temps sur quelle histoire on se raconte et quelle histoire est-ce qu'on adhère. Et je pense que sur le dernier siècle, on a eu une sorte d'appauvrissement des histoires, où il y a une sorte d'uniformisation de la planète qui est venue avec la mondialisation. On peut citer plein de raisons pour ça. On a commodifié le temps, tout a été commodifié. Je pense qu'on a besoin de nouveaux récits où tout ne se juge pas sur une sorte de valeur. Souvent, quand je parle de mes recherches, on va me dire genre à quoi ça sert? Il faut tout le temps qu'il y ait une utilité. Et je pense qu'on a besoin de poser de nouvelles boussoles de valeurs qui ne reposent pas uniquement sur une sorte d'utilité, quelle qu'elle soit, de sortir un peu de ce prisme utilitarianiste permanent qui n'a pas fonctionné, c'est tout. C'est pas que c'est un bon ou un mauvais récit, on l'a essayé et ça marche pas. Et je pense qu'on a besoin de poser de nouveaux récits, lesquels
Je pense justement qu'il ne faut pas tomber dans un seul récit, il faut revenir à cette... Je pense que notre diversité fait notre puissance, et que dans cette quête de hiérarchisation des récits, de se demander tout le temps lequel c'est le meilleur, c'est un peu le serpent qui se mord par la propre queue. Donc si je dis qu'il y a un récit qu'on doit poser, je serais en train de trahir ce que j'essaye d'expliquer. Je pense qu'au contraire, il faut protéger la variabilité des expériences humaines, de nos différentes phénoménologies, de nos différentes expériences subjectives selon où on se trouve sur la planète, quelle culture, quelle valeur, quelle cosmogonie ou pas. Et que c'est important de revenir à cette multipolarité de nos expériences et de nos vécus. Donc des pluriels pour éviter les uniques. On a une valeur quand même, Albert, qu'on aimerait bien revoir comme un dallage. Non. Non. Je pense vraiment que c'est ça le problème, c'est quand on essaye de se dire... En fait, je pense que ça me fait penser à autre chose, mais je pense qu'on cherche beaucoup trop le consensus, alors qu'on devrait, je pense, construire un récit qui protège les dissensus. C'est comment est-ce que je peux être en dissensus sans vouloir me barrer. Et je pense que c'est ça le vrai danger, c'est qu'à chaque fois qu'on veut trouver une dalle commune, si je suis pas d'accord avec cette dalle, je pars. Alors que je pense que notre puissance, c'est quand on n'est pas d'accord, mais on reste. Et donc non, pas de dalle commune. Au contraire. Après, sur la dalle, tu peux faire une agora. Dans cette agora, tu peux faire des controverses de désaccords. Ouais. Tu peux faire des... Tu vois, il y a plein de choses à faire. Ouais, la dalle, c'est que le début. Ou des gens n'aiment pas les agoras. Donc la congruence, par exemple, un truc dont on n'a pas beaucoup parlé en politique, la congruence, cet écart réduit entre ce que je veux, le monde a besoin et ce que je pourrais faire, ce serait peut-être étonnant de l'essayer aussi, juste comme ça, une petite dalle. Après, il y a la congruence. Il y a la congruence intra-personne, donc être congruent entre moi et moi-même, et la congruence interpersonne, être congruent entre moi et les autres. Absolument. Donc, moi, les autres et les sentients, les non-humains qui sentent. Absolument. Intra, absolument. La congruence intra, évidemment, c'est important. La congruence inter, je pense qu'on essaye beaucoup trop de vouloir faire en sorte qu'on soit d'accord, et c'est pas si grave de ne pas l'être. Absolument. Construire les désaccords, c'est déjà une forme d'empathie. Marc Williams, qu'est-ce qu'on repose ? Qu'est-ce qu'on repose ? Donc, les bases, c'est partager le monde avec les vivants. Donc, avec les vivants, c'est-à-dire les autres et les autres qu'humains. C'est ce dont j'ai déjà évoqué. C'est-à-dire sortir d'une vision pyramidale du vivant avec l'homme en haut, bien sûr. Réinterroger donc l'intelligence de la nature, végétaliser le monde et reterrestrer l'humain. J'ai une anecdote. Donc, on a écrit un manifeste avec une constellation de structures Ariscience, puisque je suis responsable d'un pôle à ce niveau en Île-de-France. Et donc, ça s'appelait Exoplanète Terre. Et en fait, Exoplanète Terre envisageait la Terre comme une planète à redécouvrir. Donc je pense que peut-être qu'il y a des choses à réfléchir autour de ça. Troisième chose, c'est mettre en avant donc l'auto-organisation du vivant aussi, la biosémiotique. Et ce que je peux appeler, ce que j'ai appelé en fait la plasticité mésologique. Alors la mésologie, c'est peut-être un mot que tout le monde connaît pas, mais en fait c'est un peu la science du milieu par rapport à la science de l'environnement. En fait, c'est étudier les liens entre un sujet, un être vivant et son milieu singulier, son milieu immédiat. Et ce n'est pas le même rapport qu'il y a par rapport à un sujet et l'environnement qui est une donnée universelle brute. Voilà. Et donc plus généralement repenser donc les formes d'intelligence et d'être au monde, un peu en lien avec le conatus de Spinoza. Retour peut-être à l'écologie du sensible, c'est un des titres de Jacques Tassin, d'un de ses livres que j'aime bien. Co-construire donc les savoirs et adopter une vision transdisciplinaire du monde, c'est-à-dire faire des expériences de pensée sans les imposer aux autres, c'est-à-dire plutôt que les imposer aux autres, faire des expériences de pensée ensemble. Un dernier point, c'est se projeter vers de nouvelles cosmogonies, donc à partir du futur en marche, et ici on est bien placé pour en parler, donc profiter de la crise et des mutations en cours pour transformer, pour adopter une attitude peut-être un peu plus géopoétique par exemple, changer notre vision autocentrée de l'habiter ensemble, et puis préserver l'écoumène au sein des smart cities. Voilà. Rien que ça. Je me rappelle à Delphes, il y a deux belles phrases. Connais-toi toi-même. Et puis au fond, il y a une autre phrase, c'est rien de trop.
Donc il y a quelque chose comme ça. Donc vous pouvez l'avoir en replay évidemment cette émission puisque c'est programmatique, tout ce qu'ils ont dit. J'adore l'idée de reterrestrer le monde. Donc je vais passer la parole à Claudie parce que je la vois bien ouvrir à un moment donné sur Mir la fenêtre, tomber, donc se défenestrer de Mir pour arriver sur la Terre. Et là, boum, elle est ministre. Et elle est ministre de l'exoplanète Terre. Il y a un côté qui va bien. Qu'est-ce qu'on repose? Il y a un espace libre là. Qu'est-ce qu'on repose comme fondamentaux de société? Alors, Paul Morand a dit « ailleurs est un plus joli mot que demain ». Là, on a beaucoup parlé de demain, mais l'exoplanète, ça nous permet de parler de l'ailleurs, du out of, comme on dit beaucoup en ce moment. Et je pense que penser l'ailleurs permet de penser différemment. Donc ça, c'est une chose. Voilà. L'ailleurs, c'est important, ça revient, l'imagination, tout ce qu'on a dit précédemment. Après, je sortirai pas par la fenêtre de la station Mir ou de la station spatiale internationale parce que c'est le vide spatial à l'extérieur. J'imagine bien qu'à moins de 100... C'est dangereux, hein, ouais. le vide spatial. Ah bon? Bon, c'est un ailleurs, mais pas tout à fait fait pour l'humain. Un point qui est important pour moi, et peut-être je l'ai davantage ressenti justement en ayant ce privilège de voler, c'est le bien commun, la notion de bien commun. On l'a perdue, elle est importante, elle est transcendante, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Ça va vers les sujets de gouvernance que vous avez évoqués, Mathieu. Moi, je travaille sur les sujets, par exemple, d'implantation d'infrastructures permanentes sur la Lune, corps céleste. Bon, c'est un bien commun, c'est écrit comme ça dans les traités Outer Space, mais sur lequel on est en train éventuellement de commencer à parler d'exploitation. On parle de notre environnement atmosphérique, bien sûr, mais il y a aussi l'environnement extra-atmosphérique qui est bien évidemment un bien commun. Enfin, la notion de bien commun, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Donc l'ailleurs, le bien commun, et puis après la co-construction de l'avenir avec la jeune génération, enfin, ce qui a été présenté, c'est-à-dire l'éducation. L'éducation en sans doute repensant les compétences de demain, les métiers de demain, enfin tout, les nouvelles façons d'apprendre au XXIe siècle, mais que nous, parents, grands-parents, Silver génération, on a quand même quelque chose à voir avec cet accompagnement peut-être aussi par une forme de sagesse, de leçons apprises de la vie, et comme je l'évoquais précédemment, mais faire en sorte que cette jeune génération, elle soit à la fois explorateur et bâtisseur. Le silence après ça, c'est la perspective. Explorateur et bâtisseur, je le note, avec gourmandise. Carlos, qu'est-ce qu'on repose ? Ce qu'on repose, je vais profiter de cette dernière question pour la rattacher à mes travaux de recherche et propositions, et dans une certaine actualité, mais qui se projette également. Et nous sommes arrivés à un moment sur cette planète qui est devenue majoritairement urbaine. Et donc la ville, qu'elle soit une très grande ville ou une petite ville, c'est devenu l'espace et les temps dans lesquels les hommes et les femmes partagent leurs besoins et leurs désirs. Et bien qu'elle soit très différente au travers cette planète, c'est vraiment les lieux dans lesquels se forgent les rêves, mais aussi les cauchemars. Et aujourd'hui, on est plus dans les cauchemars que dans l'accomplissement d'un rêve. Donc je dirais que ce qu'il faut reposer, c'est le mode de vie que depuis 70 ans, nous avons bâti dans ce qu'on appelle les villes. Dans très longtemps, on a lu énormément de littérature, de science-fiction sur les dystopies qui s'est passées ailleurs, sur d'autres planètes, sur des explorations, sur d'autres mondes, même sur Terre. Et en fait, peu à peu, nous nous sommes entraînés collectivement dans une dystopie qui est celle de la vie quotidienne dans nos villes. Et donc, ce que nous voulons proposer, c'est mon engagement, c'est mon travail, c'est ma passion, c'est également mes propositions avec mon équipe à la Sorbonne, mais avec
énormément des gens autour du monde, c'est reposer notre mode de vie. Reposer un mode de vie qui soit bâti sur d'autres valeurs, qui ne soient pas les 70 ans d'emballement. Depuis l'architecture moderne, depuis M. Ford, quand les voitures en 1920 donc, sont sorties, la première voiture, le modèle T, quand les villes ont été défigurées pour permettre le passage des voitures, quand les autoroutes sont devenues légion dans le monde entier, quand les buildings ont été construits pour aller travailler loin de l'endroit où on habite, quand on a perdu la proximité, quand on a perdu la proximité affective, la proximité cognitive, la proximité du vivant, quand on a oublié donc de penser que nous partageons le monde avec des vivants et avec des non-vivants qui méritent autant de respect, quand nous nous sommes éloignés également de la cosmogonie, voilà. Et nous nous sommes laissés entraîner par ce qu'on appelle les productivismes et le consumérisme, hein, que ce soit dans les pays qu'on appelait l'Occident, le pays qu'on appelle de l'Est, c'est voilà, une espèce de furie pour produire et consommer d'énormes choses inutiles, mais qui dépensent non seulement de l'énergie, mais les temps utiles. Voilà. Donc, je voudrais reposer sur mon engagement. Ce mode de vie, aller vers le commun, aller vers la décarbonation, vers la protection de la biosphère, de la nature, le respect des non-vivants, des hommes, des femmes, des enfants, l'intergénérationnel. Voilà. Bâtir une autre manière de vivre, comme disait Edgar Morin, donc dans laquelle la métamorphose soit possible pour éviter ce qu'il appelle le probable, la désintégration. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Je vais prendre la salle comme mon 5e membre de la table ronde. Et vous, qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous laissez passer parce que c'est dépassé? Qu'est-ce que vous reposez de nouveau? Est-ce que vous avez des choses à nous partager? C'est Pascal Pic qui dit si joliment, ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, c'est une apoptose sociétale. Vous savez, l'apoptose, c'est le nom savant pour dire l'automne. En fait, en automne, on est habitué à voir les choses mourir. Pourquoi? Parce qu'on a la confiance du printemps et on sent même que c'est lié. C'est-à-dire que l'un a besoin de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait laisser passer, dépasser, confiant qu'un nouveau printemps arrive? Allez, un petit mot, comme ça, on aide Mathieu, parce que sinon, il y a beaucoup de perspectives. Oui, vous inquiétez Un petit pas. mot. On cette semaine. Et toi, Éloi? Moi, ce que je laisse, ce que je déconstruis, ce que je pose. Ouais. Qu'est-ce que tu laisses? Je vais laisser Pascal. Ouais. Je réfléchis. En toute chose, tu laisses Pascal. Ouais, bravo à toutes et à tous. Une question qui est peut-être plus directement adressée à Carlos. Nous avons affaire à la deuxième, si ce n'est la troisième génération, qui n'a connu que la ville et jamais la possibilité de voir quelque chose au loin. Et ça, c'est effectivement une contrainte cognitive absolument énorme dans la possibilité de vouloir penser un monde avec tous les enjeux que vous avez cités toutes et tous, hein, sur les biodiversités, la nature, la différence culturelle. Et la seule possibilité, c'est d'avoir un regard vers le haut, parce que le regard est bloqué dans l'horizontalité. Et donc le seul espoir, effectivement, dans beaucoup de dystopies, c'est d'aller voir, et là, du coup, je me tourne vers Claudie, vers d'autres planètes, qui évidemment sont pas très poétiques en termes d'environnement. Donc il y a un enjeu quand même que n'a pas connu ma génération. Voilà, moi je suis quand même un baby boomer, et ça c'est quelque chose quand même qui doit avoir, et ça s'adresse aussi aux neurobiologistes, un impact considérable sur ce que pourrait être l'avenir. On va répondre en duo avec Claudie. Et cher Pascal, merci pour tes réflexions qui sont toujours en profondeur. Et moi, je regrette, je dirais, dans ce que nous sommes en train de vivre, un peu partout dans le monde, c'est court-termisme. C'est pas uniquement le fait de ne pas voir loin, mais même quand on voit court, ne penser que de manière individualiste par rapport à des choses qui sont totalement superficielles. J'étais en Amérique latine il y a quelques jours, et moi j'ai vu un pays qui est l'Argentine, qui est un des pays les plus urbanisés au monde. Donc en Argentine, c'est 90% d'urbain. C'est-à-dire qu'on est au niveau asymptotique dans la limite de ce qui peut être la vie dans les villes.
dans les continents, qui est le deuxième continent urbanisé au monde. L'Amérique latine, c'est 84,6 par rapport, le premier, c'est l'Amérique du Nord, qui est 85,2. Et quand je vois donc ce qui s'est passé avec la prise des présidences de M. Milei, j'étais avec des jeunes argentins à qui il a promis qu'il allait enlever la monnaie, qu'il allait enlever la banque centrale, qu'il allait mettre des dollars. Et les gens qui ont voté pour Milei, c'est les jeunes. C'est les jeunes, c'est-à-dire entre 20 et 38 ans. Et j'étais avec des jeunes qui me disaient, mais tu sais Carlos, je gagne 100 000 pesos. J'ai fait un calcul. Avec Milei et les dollars, mon café le matin, il va coûter 0,27 centimes de dollars. Et tu te rends compte, je vais gagner 100 000 dollars maintenant. Voilà où nous en sommes dans le court terme. Voilà. Ils vont tomber du haut quand les 100 000 pesos vont devenir comme un Équateur, parce que ça, c'est déjà produit la dollarisation de l'Équateur. Et donc, les gens qui gagnaient 100 000 sucres à l'époque, les mois d'après la dollarisation, ils ont reçu 125 dollars. Voilà. Mais c'est une anecdote qui n'est pas qu'une anecdote, si tu veux, parce que là, on mélange, on va dire, quelqu'un qui dit « Je suis un lion, vous êtes des moutons, je vais vous faire tous devenir des lions », c'est son programme. Voilà, tout le monde sera des lions. Donc, vous allez tous gagner des fortunes. Voilà. Et vous, les jeunes, vous allez pouvoir acheter avec ça tout ce que vous avez rêvé, que vous n'avez jamais pu acheter jusqu'à maintenant. Donc, on est même plus... C'est pire que le cauchemar, parce qu'on a coupé les rêves de toute cette génération juste pour aller acheter une voiture, une maison, avoir un chien et une piscine. Tout ce qui est le contraire de la protection de la biosphère. Tout ce qui est le contraire de la survie de la planète et tout ce qui est le contraire des biens communs et des valeurs d'humanité. Et donc là, c'est vraiment à désespérer de tout. Une autre question? Oui, il y a une question là-bas. Je vais donner le micro. Je vais passer, voilà, on fait ça complètement à vue, enfin pas à vue des caméras pour le coup. Alain Gross, Ecosphère Egalos. Merci. C'est une petite remarque, peut-être provocatrice. Vous parliez d'individualité, et pour moi, le rêve, et j'en ai plein, mais il me regarde, moi, et je trouve ça très individuel. Et quelle est la place des utopies, où l'on fait, à mon avis, évoluer le rêve vers un collectif? Parce que c'est un mot que vous n'avez pas du tout prononcé, ni les uns ni les autres. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'utopie pour transformer nos rêves en collectif? Le rêve, il a été abondamment cité quand même. L'utopie, c'est une histoire autour d'un rêve. L'utopie aussi, elle est peut-être lestée par tous les morts qui sont tombés en son nom. Peut-être qu'il y a un nouveau mot. Nous, on utilise bien volontiers l'Uchronie dans le futur, par exemple. L'Uchronie étant un peu plus vierge que l'utopie. Mais cette envie de transcendance avec un discours commun, un nouveau récit, ça a été aussi dit. Je pense que c'est de ça dont on parle. D'ailleurs, on peut se poser la question en quoi il est nouveau le récit. Les nouveaux récits qu'on entend aujourd'hui, ça fleure bon aussi les années 30 ou les années 60 ou les années... Parce que si le rêve permacole d'être dans le Larzac de nouveau, il y a un côté, c'est nouveau pour celui qui l'a jamais vécu. À l'échelle d'une humanité, même de 2 générations, c'est peut-être un retour à l'essentiel. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est peut-être la promesse dans notre utopie à nous de gagner un gain de civilisation en retournant à l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces récits? C'est quoi le... Marc, il y a quand même l'art. L'art qui est effectivement, j'ai parlé de transgression, mais bon, je peux dire qu'il y a quand même une évolution, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des contestations. En sciences, je veux dire, Planck a remis en cause le déterminisme newtonien, Gödel avec son théorème d'incomplétude. Au niveau artistique, toutes les grandes révolutions, le cubisme, le surréalisme et puis le digital art aujourd'hui. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, sans retourner vraiment au passé à De Vinci, l'art et science devient une réalité. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est en train d'examiner vraiment le processus de recherche-création. On est en train il y a de la recherche en art autant que de la recherche en sciences, avec des passerelles. Et donc, je pense que ça, c'est un message vraiment porteur pour l'avenir. Ça veut dire et c'est pas moi seulement qui le dis, mais il y a des actions qui sont menées au niveau ministériel, avec les appuis du ministère de la Culture, du ministère de la Recherche, de la DRAC, etc.,
pour justement mettre en place ces actions et les pérenniser et puis essayer de revenir à une vue qui soit moins monodisciplinaire. Alors c'est peut-être pas des utopies radicales, mais en tout cas ça permet véritablement de voir des projets, des installations, des œuvres qui amènent de l'utopie dans les sciences les plus pointues. Et donc, à partir de là, ça donne un message au grand public qui est totalement différent d'une simple communication scientifique. Tu veux, Albert ? Je pense que c'est intéressant la notion d'individualité, parce que je pense que un des récits dominants aujourd'hui, c'est que si j'ai quelque chose pour moi, c'est qu'il est à moi. Et on s'est laissé croire que notre civilisation ne peut pas périr, alors que l'histoire de l'humanité, c'est des civilisations qui périssent. Je pense que le danger de cette utopie, qui pour moi est plutôt dystopique de l'individu, c'est que ce qui est acquis l'est pour toujours. Alors qu'encore une fois, l'histoire de l'humanité, c'est des acquis qu'on perd, et puis il faut se battre pour essayer de les regagner. Et c'est pour ça que, au contraire, je pense qu'on ne peut faire que des rêves collectifs, même si c'est pas les mêmes rêves. À nouveau, je pense que cette homogénéisation, tout le monde veut avoir sa voiture, sa maison, son truc, son plat, etc., etc. Ce fractionnement de l'humanité nous a donné une sorte de faux sentiment de sécurité. Et je crains que la perte va être tout aussi dure pour nous que pour les autres civilisations qui ont péri. Mais on en a conscience, à la différence de ceux qui l'ont vécu et a posteriori. Je pense qu'on n'en a pas conscience du tout. Je pense qu'au contraire, on est vraiment en train d'aller droit dans le mur en se disant qu'on va tout contrôler, qu'on va créer des usines qui recapturent le CO2, qu'on va aller terraformer Mars, qu'on est dans une sorte de toute puissance infinie. Et au contraire, je pense qu'on pense que ce qui s'est passé avec les Romains ou avec les Ottomans ou je ne sais quel royaume ou quel empire ne peut jamais nous arriver. Moi, je pense qu'on en a conscience, mais que la conscience ne suffit pas. C'est pas parce qu'on sait qu'on fait. Sinon, ça, clair, les ministres, ils savent très bien ce qu'il faut faire. C'est pas le propos, c'est les modalités pour le faire. Et moi, la dernière question que j'aimerais vous poser à 4, c'est puisqu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait ? Par quoi on commence pour aller vers le monde dont on rêve et on voit bien qu'il est convergent quand même ? Par quoi on commence pour aller vers ce monde d'après ? Je peux continuer vu que je suis en train de j'imagine. Parce que c'est aussi en lien avec mes recherches. En fait, je travaille sur comment savoir ne suffit pas. Donc, je suis assez bien placé pour savoir que savoir ne suffit pas. Parce que, en fait, l'individu, je pense, pour ces sujets, n'est pas le bon niveau explicatif. Il y a une sorte de trouver le bon niveau explicatif d'un problème est très important pour pouvoir le résoudre. Par exemple, on va jamais se dire que pour comprendre un accident de voiture, on va regarder les atomes de fer qui constitue la voiture, c'est juste pas le bon niveau explicatif. Je pense que pour ces questions, savoir ne suffit pas pour une raison très simple, c'est que l'individu n'est pas le bon niveau explicatif. On est en train de parler plutôt d'échelle méso ou d'échelle macro, de système, et que tant qu'on veut revenir tout le temps à Miyazaki, un animateur japonais, il a dit une fois, une des choses les plus désespérantes chez l'humanité, c'est que quand il y a un problème, on va tout le temps chercher un fautif. Et en science, notamment en neurosciences, on a ce concept qu'on appelle les propriétés émergentes. C'est que parfois, dans le bloc individuel, on ne peut pas voir quelque chose qui va s'exprimer quand on met plusieurs choses ensemble. Par exemple, une propriété émergente que je trouve assez marrante, c'est une molécule de H2O, ça mouille pas. Mais il y a des chercheurs qui se sont dit à partir de combien de molécules de H2O la propriété émergente mouillage émerge. Ils ont découvert que c'est 6. Il faut au moins 6 molécules de H2O pour pouvoir faire en sorte que l'eau mouille. Et je sais pas pourquoi c'est ma venue à l'esprit maintenant. C'est dit quand même. C'est important. Voilà. Et du coup, je pense que... Il ne faut pas ouvrir la fenêtre dans l'espace et 6 pour faire de l'eau. Voilà. Pour que ça bouille. Ça mouille à 6. Et donc, je pense qu'on ne peut pas agir à l'échelle individuelle et croire que c'est ça. Il faut des lois, il faut des systèmes. On appelle ça en neurosciences les conditions facilitantes. On appelle ça en anglais, ça s'appelle enabling conditions. Il y a des conditions, des circonstances, des contextes qui poussent certains comportements et d'autres. C'est pas une question de volonté, c'est pas une question d'effort, c'est pas une question. C'est des déterminants. Et tant qu'on n'agit pas sur ces déterminants un peu plus larges, on va juste continuer à surresponsabiliser les individus, à dire ah mais les gens ne recyclent pas, les gens machin. C'est juste de la mauvaise foi parce que c'est pas le bon niveau explicatif. Merci. Claudie ? Ce que ça m'évoque, c'est ce qu'on disait de Gaston Berger tout à l'heure, voir haut, voir large, holistique.
et puis voir ensemble, pour reprendre l'intelligence collective évoquée tout à l'heure. Moi, c'est vrai que je suis interpellée par le climat de dystopie qu'on vit aujourd'hui. Et c'est un petit peu ce que j'aimais retrouver aussi à Matrice, c'est cette utopie, alors peut-être pas l'utopie radicale qui fait table rase mais une utopie plus réaliste, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, et avec cette notion d'espérer et d'agir dans l'avenir. L'utopie, ça n'est pas quelque chose qui est irréalisable, c'est quelque chose qui est irréalisé. On peut l'ignorer, citant Théodore Monod, on peut l'applaudir. Magnifique. Carlos, un truc à faire ici et maintenant pour aller dans le monde dans lequel on aimerait vivre. Oui, c'est... Je ne pense pas, Mathieu, qu'on ait vraiment conscience de l'enjeu vital qui se joue aujourd'hui pour l'humanité par rapport à cette destruction que nous avons entamée, l'Anthropocène, on l'a cité. Et je vous donner juste un exemple de comment on est loin de cette prise de conscience. Les empires, l'humanité ont existé au travers des temps, mais le plus grand empire qui n'a jamais existé dans l'humanité est l'empire mongol de Genghis Khan, 10e et 11e siècle, qui a conquis de la Mésopotamie jusqu'à l'entrée de l'Europe à Vienne. Et c'était un empire dans lequel les trois éléments que j'ai cités au départ, avant que Mark Williams arrive, mais c'était aussi un clin d'œil pour lui, donc qui était la science, l'art et la cosmogonie, étaient développés de manière très forte. L'Empire mongol a vécu de manière nomade. Bref, il y a un peu dire beaucoup sur la manière comment les liens entre la nature, l'homme, la cosmogonie, la manière de produire, de consommer par rapport à la nature, voilà, le nomadisme. Et comment peut-on expliquer, si ce n'est pas par une profonde inconscience, que cet empire, qui comme tous les empires, donc monté et ensuite est venu dans un déclin, ait donné lieu à sa capitale, Oulan-Bator, qui est devenue, à la fin du XXe et du XXIe siècle, la ville la plus polluée au monde. Ça fait à peu près 30 ans que Oulan-Bator, s'il n'est pas numéro 1, c'est numéro 2, numéro 4, en tout cas, il n'est jamais sorti des top 5. Moi, j'ai parcouru ces pays, qui est un continent, du désert de Gobi à la frontière de la Chine, jusqu'à Oulan-Bator. Et quand vous voyez que les modes de vie traditionnels, nomades, les yourtes, les chants diphoniques, c'est le seul pays du monde dans lequel les corbeilliers produisent plusieurs sons en même temps, etc., avec des viols à tête de cheval, etc., etc., les yourtes se retrouvent tout simplement et des accoutrements ou des lieux pour jouer dans des immeubles qui font 6 étages, 8 étages, 10 étages. Les gens sont complètement donc, les uns sur les autres. Voilà. Et quel est le mode de vie qui a été généré? Tous les gens là-bas, ils connaissent Beyoncé, ils connaissent toute la pop américaine, etc. Tout le monde a accès à... Personne ne connaît les chants diphoniques, personne ne connaît la culture, personne ne connaît l'héritage spirituel, cosmogonique, la manière comme on vivait. Donc on disait, les femmes s'occupent des courtes pattes et les hommes des longues pattes. Donc les chèvres et les chiens et les chevaux et les chameaux. Là, c'est disparu totalement. Et quand on fait cet exercice, là, je l'ai fait à Oulan-Bator, Mongolie, mais faites-le partout. Faites-le en Chine, faites-le à Jakarta, les plus grands pays, capitale des plus grands pays musulmans, donc l'Indonésie, où sa ville est en train d'être reconstruite ailleurs parce qu'elle est en train de sombrer dans la mer. Donc c'est la première grande ville du monde, métropole de plus de 30 millions d'habitants, qui est en train donc maintenant de sombrer dans la mer. Il faut la construire ailleurs. On fait ce tour du monde-là et on se rend compte qu'on est très loin de 1/100 des prises de conscience que nous sommes dans les murs, et que, ainsi comme l'empire mongol a été le plus grand empire qui n'ait jamais existé dans l'humanité, il est disparu, et ben nous sommes peut-être à la même voie. Mark Williams. Tant que civilisation humaine. 1 minute. Bon, oui, je vais être un truc à faire très bref. Après ce que vient de dire Carlos, effectivement, c'est. Moi, je dirais que la seule façon de s'en sortir quelque part, c'est d'agir de façon transdisciplinaire, c'est-à-dire
de traverser les disciplines et d'aller au-delà. C'est-à-dire que on ne renonce absolument pas à sa discipline, c'est-à-dire qu'il faut avoir son domaine d'expertise. Ce n'est pas de l'interdisciplinarité dans le sens où effectivement on va pas observer un même phénomène avec des disciplines différentes, mais c'est vraiment regarder tous ensemble un même objectif et essayer effectivement de le résoudre d'une manière efficace, parce que justement on abandonne les poncifs et ce qui bloque très souvent les liens en fait. Donc essayer d'avoir cette plasticité de pensée qui permettra peut-être d'avancer vraiment ensemble, puisque tout le monde est conscient, comme vous le dites. Mais maintenant, il faut agir. Donc, et pour agir, il faut une méthode. Et je pense que la méthode transdisciplinaire est pour moi la plus adaptée pour essayer de sortir de toutes ces situations urgentes. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Pour le coup, j'ai tenu dans l'heure, et puisqu'on aime bien les jolies phrases, moi j'adore celle de Philippe Durance. La seule manière de prendre du recul, c'est d'éloigner l'horizon, et c'est ce qu'on va faire le reste de la journée. Merci beaucoup.